Psychologie clinique et psychopathologie. Place de la clinique en psychologie clinique. L'acte clinique. La rencontre avec le patient. Comme le désigne le terme clinique, il s'agit d'une activité au lit du patient ou au chevet du patient. Autrement dit, de la rencontre avec un autre être humain. En psychologie clinique, cette rencontre exclut trois choses. Les présupposés concernant le patient et ce dont il est éventuellement atteint, les inférences insuffisamment étayées sur le fonctionnement psychique du patient, le plaquage des théories sur la personne du patient. Du style, vous avez un trouble de l'anxiété générale ou je ne sais quoi, des choses, il faut absolument s'abstenir de donner un tableau clinique au patient. Autrement dit, le psychologue clinicien doit faire preuve d'une certaine naïveté concernant son patient et doit être prêt à aménager sa théorie si elle ne correspond pas totalement à ce qui est observé chez le patient. Aménager ne signifie pas tout réinventer, mais à être prêt à décrire et donner du sens à des conduites ou à des processus qui ne correspondent pas nécessairement à la pureté d'un tableau clinique théorique et général. C'est-à-dire si le patient ne rentre pas dans une des cases du DSM-4 ou de la CIM-10, par exemple. Donc, exemple 1, au sein d'un fonctionnement qui sera globalement désigné comme relevant d'un trouble obsessionnel compulsif, on peut parfois relever un noyau hystérique qui, bien que n'appartenant pas à la même classe nosographique, permettra d'expliquer certains comportements du patient. Nosographique, ça se rapporte à la nosographie, c'est le classement des maladies mentales. Deuxième exemple, chez un patient atteint de troubles pervers, on peut parfois déceler quelques éléments névrotiques qui permettront par la suite d'envisager un travail psychothérapeutique véritable. Ceci nécessite une grande rigueur de recueil des données et d'analyse, afin que les hypothèses de fonctionnement ou les conclusions concernant la dynamique psychique du patient ne soient le fruit que de ce qui a été relevé, et non de simples suppositions subjectives du praticien. Donc la pratique de la psychologie clinique demande à développer une grande objectivité. Voir ce qui est, s'en tenir aux faits et rien d'autre. Place de la subjectivité dans l'acte clinique. L'une des caractéristiques de la psychologie clinique est qu'elle s'intéresse non seulement à ce qu'est un individu, mais surtout à ce qu'il est en situation, autrement dit, à ce qu'il exprime à un moment donné de son histoire, et dans un contexte donné. Alors que, par exemple, la psychologie expérimentale ou cognitive est plutôt à la recherche d'invariants de fonctionnement, la psychologie clinique se situe dans une analyse et une compréhension de la variance des processus psychiques chez un individu donné. Donc, alors que, par exemple, la psychologie expérimentale ou cognitive est plutôt à la recherche d'invariants de fonctionnement, la psychologie clinique se situe dans une analyse et une compréhension de la variance des processus psychiques chez un individu donné. Il en découle que la psychologie clinique doit faire avec trois formes de subjectivité. Premièrement, la subjectivité du sujet qui énonce qui il est à un moment donné et son éventuelle problématique, perception et appréciation subjective. Deuxièmement, la subjectivité du praticien qui reçoit les informations et qui y réagit tant cognitivement, émotionnel qu'affectivement. Cela va notamment jouer sur les relances que peuvent être faites en entretien. Et enfin, la subjectivité inhérente à la situation elle-même et à l'interaction entre le patient
ou le consultant, et le praticien. Ainsi, les circonstances d'entretien, tout autant que la façon dont la relation est perçue par chacun des protagonistes, sont susceptibles de faire varier les résultats qui seront obtenus. Donc je la refais celle-là, la subjectivité inhérente à la situation elle-même, et à l'interaction entre le patient ou nommé consultant et le praticien. Ainsi, les circonstances d'entretien, tout autant que la façon dont la relation est perçue par chacun des protagonistes, sont susceptibles de faire varier les résultats qui seront obtenus. Notamment, ce qui donne une valeur scientifique à la psychologie clinique est que sa pratique va inclure des méthodes qui donneront une place à cette subjectivité et permettront son analyse. Autrement dit, cette subjectivité se trouve incluse dans le processus clinique lui-même. Elle peut ainsi faire l'objet d'une analyse en tant que telle, venir moduler ou confirmer la portée de certaines informations recueillies, ou simplement être prise en compte initialement dans la détermination du cadre de la rencontre. Entre parenthèses, recherche de standardisation. La méthode clinique. Les différents niveaux de la méthode clinique. La méthode clinique désigne en fait deux niveaux différents qui ne se différencient pas par les outils utilisés, mais par l'objectif qui est fixé. Le premier niveau est celui du recueil d'informations autour d'une problématique donnée. Donc le premier niveau est celui du recueil d'informations autour d'une problématique donnée. Ce recueil se fait in vivo, puisque l'on parle bien de clinique, et parfois dans des conditions au plus proche des circonstances où la problématique étudiée est susceptible d'apparaître. Premier exemple, un recueil d'informations autour des troubles de la relation mère-enfant peut se faire en centre de guidance infantile, par observation directe et par entretien. Deuxième exemple, une phobie du soin peut être l'objet d'une prise en charge psychologique. Elle se fera alors pendant l'hospitalisation du patient. Le second niveau est l'analyse la plus exhaustive possible du cas, c'est-à-dire l'analyse holistique de la dynamique psychique d'un individu. Ce second niveau est celui visé notamment par les bilans complets de personnalité. Quel que soit le niveau considéré, le psychologue clinicien dispose, pour atteindre les objectifs fixés, de différents outils. L'observation, l'entretien, les tests et les échelles. On parle de clinique armée ou de clinique instrumentale, lorsque les données sont obtenues à l'aide de tests et d'échelles, et de clinique aux mains nues, lorsque les données sont seulement recueillies par l'observation et l'entretien. Donc, il y a la clinique armée ou clinique instrumentale et la clinique aux mains nues. Ceci dit, il est difficile de faire de la clinique armée sans tenir compte des circonstances et de la forme de l'entretien. Ne pas tenir compte du contexte de passation d'échelle, de compétences ou de tests de personnalité serait d'ailleurs une erreur conceptuelle et déontologique dans une activité de psychologue clinicien. Méthode clinique versus expérimentale versus génétique. La méthode expérimentale vise à isoler des variables en laboratoire pour tenter d'établir un lien de causalité entre des événements externes ou internes au sujet et des comportements observés. Une fois les études en laboratoire validées, on soumet les hypothèses ou constructions théoriques à l'épreuve des faits pour les valider définitivement. La méthode clinique, au contraire, tente une compréhension plus globale, sans isoler des variables de fonctionnement de tel ou tel individu ou groupe d'individus. Donc la méthode clinique, au contraire, tente une compréhension plus globale, sans isoler des variables de fonctionnement de tel ou tel individu ou groupe d'individus. Cependant, d'un questionnement ou d'observation purement clinique peuvent découler des protocoles expérimentaux. Par exemple, place du stress dans le comportement d'évitement.
Également, les conclusions de l'approche expérimentale peuvent venir nourrir une activité clinique. Par exemple, le processus de raisonnement chez les schizophrènes. La méthode génétique vise à comprendre les conduites normales et pathologiques d'un individu en fonction de son niveau de développement affectif, cognitif et moteur. Les méthodes génétiques et cliniques se rejoignent dans les analyses longitudinales d'un patient. Entre parenthèses, évolution dans le temps en tenant compte des expériences de vie et compétences acquises. Par contre, la méthode génétique utilise également l'analyse comparative, entre parenthèses, comparaison des différents stades entre eux, et transversale, entre parenthèses, comparaison des manifestations communes à un même stade. Ce qui décentre la question du sujet en tant qu'individu autonome et distinct. Je la refais sans les parenthèses. Par contre, la méthode génétique utilise également l'analyse comparative et transversale, ce qui décentre la question du sujet en tant qu'individu autonome et distinct. La méthode clinique, par contre, conserve irrémédiablement le sujet au centre de ses analyses. Comme pour la méthode expérimentale, la méthode génétique peut se nourrir de l'approche clinique, mais peut également lui apporter des éléments explicatifs certains. Un auteur intermédiaire entre ces deux approches est le français Henri Wallon. La clinique aux mains nues. L'entretien est la forme la plus courante de cette clinique particulière. Il peut se définir comme un échange langagier dont l'objectif est par avance fixé. Évaluation, soutien, accompagnement. Il s'agit donc d'un échange de discours qui va permettre de poser des hypothèses sur les faits relatés. En l'occurrence, le récit de vie. Tout autant que faire l'objet d'une analyse en soi, le discours du patient peut être analysé pour ce qu'il est, dans sa structure, la qualité des enchaînements d'idées et la nature des mécanismes de défense. Donc, il s'agit donc d'un échange de discours qui va permettre de poser des hypothèses sur les faits relatés, récit de vie, tout autant que faire l'objet d'une analyse en soi, c'est-à-dire le discours du patient peut être analysé pour ce qu'il est, dans sa structure, dans la qualité des enchaînements d'idées et dans la nature des mécanismes de défense. L'entretien permet donc un recueil pluriel à la fois de données portant sur le sujet lui-même, dimension de personnalité prévalente, mais aussi de données portant sur la vie du sujet et sur la façon dont ce dernier les appréhende subjectivement. La place du psychologue dans l'entretien clinique est toujours active, par des relances de nature diverses. Cette forme d'entretien est éminemment interactive, tout en favorisant autant que possible l'expression du patient. Le psychologue clinicien doit également aider le patient à maintenir ou à retrouver sa position de sujet, c'est-à-dire à ce que l'individu conserve une position active dans le processus de narration et s'implique dans le processus de construction du discours. L'entretien clinique requiert un certain nombre de présupposés, dont la plus connue est sans doute la notion de neutralité bienveillante. Il ne s'agit pas ici d'ignorer ses propres valeurs pour se tourner entièrement vers le système de croyance du patient, ou de mettre de côté les réactions que suscite une écoute parfois difficile du sujet, et de ce que cette écoute suscite chez le psychologue, comme de l'effroi, de la tristesse, de la joie, des souvenirs d'événements personnels similaires. La neutralité bienveillante est à contrario une identification de ces éléments subjectifs présents en entretien tout en leur donnant une place qui n'empêchera pas le patient d'exprimer ce qu'il souhaite et qui n'altérera pas la conduite de l'entretien vers les objectifs assignés. Selon le champ théorique et conceptuel auquel le psychologue clinicien fait référence, la notion de neutralité bienveillante peut prendre d'autres désignations. En langage rogérien, de Carl Rogers, courant humaniste, cette notion s'appelle attention positive inconditionnelle.
L'observation est le plus souvent corrélative à l'entretien clinique. Par exemple, adjonction de l'analyse du non-verbal à la production langagière. Mais peut néanmoins constituer une méthode à part entière, par exemple, observation dans une salle de jeu de l'interaction mère-enfant. Elle consiste à centrer son attention, donc l'observation consiste à centrer son attention sur le patient, son expression et les interactions qu'il entretient lors d'une situation en cours. L'observation peut être directe ou indirecte, comme par des enregistrements vidéo par exemple, ou sous forme de recueil libre et exhaustif d'informations, ou lors d'une action définie et ou selon un plan d'analyse donné. L'observation est considérée comme une méthode clinique valide, en ce sens que les conduites observées sont la résultante de la dynamique psychique globale d'un individu et qu'elles expriment sa façon d'être au monde en fonction de en fonction de qui il est à un moment donné, de son histoire et d'une situation donnée. Je refais ces deux dernières phrases. Donc l'observation peut être directe ou indirecte, sous forme de recueil libre et exhaustif d'informations, ou lors d'une action définie et ou selon un plan d'analyse donné. L'observation est considérée comme une méthode clinique valide, en ce sens que les conduites observées sont la résultante de la dynamique psychique globale d'un individu et qu'elles expriment sa façon d'être au monde, en fonction de qui il est à un moment donné de son histoire et d'une situation donnée. Premier exemple. Donc un premier exemple, l'observation est parfois l'unique outil d'analyse possible pour le clinicien. C'est le cas notamment dans la compréhension de certains troubles chez les nourrissons. Deuxième exemple, l'observation est indissociable du lieu où cette observation a lieu. Un patient hospitalisé n'aura pas toujours les mêmes expressions, au moins en intensité, que dans son milieu naturel de vie. Donc après la clinique aux mains nues, voici la clinique armée. Donc la clinique armée. L'ensemble des tests et échelles renvoie en psychologie clinique à la notion de psychométrie. Ces instruments sont pléthores et il est important de noter que la plupart sont juridiquement protégés. Seul un psychologue clinicien formé à en faire usage peut les utiliser dans sa pratique. Ces tests sont disponibles auprès d'un organisme agréé. Les éditions du Centre de psychologie appliquée, ECPA, qui a autorité pour les vendre sur présentation du diplôme de celui qui en fait la demande. L'objectif de ces instruments est double: faire apparaître ce qui n'est pas ou difficilement repérable au cours d'un entretien, mais aussi obtenir des données fiables et valides sur certains aspects de la dynamique psychique d'un individu. Ils peuvent ainsi avoir valeur soit d'examens complémentaires pour enrichir les données cliniques autrement recueillies, ou bien être au centre d'un acte clinique donné, comme le bilan de personnalité. Le test le plus connu est sans nul doute, le test du quotient intellectuel, le QI, dont l'origine est l'échelle métrique de l'intelligence qui a été créée à visée scolaire, entre parenthèses dépistage des arriérations, par Alfred Binet et Théodore Simon en 1905. Donc le test le plus connu est sans nul doute le test du quotient intellectuel QI, dont l'origine est l'échelle métrique de l'intelligence qui a été créée à visée scolaire par Alfred Binet et Théodore Simon. Les tests d'intelligence sont de nos jours plus précis et plus nombreux. Nous pouvons par exemple citer la nouvelle échelle métrique d'intelligence NEMI de René Zazzo, ou encore l'échelle d'intelligence de David Wechsler pour adultes, WAIS, ou pour les enfants, WISC. Les instruments psychométriques doivent remplir 3 conditions pour qu'elles soient acceptables en tant que mesure fiable.
Donc première condition, ils doivent être valides, c'est-à-dire bien mesurer ce qu'ils sont censés mesurer, et uniquement cela. Ils doivent être sensibles, c'est-à-dire qu'ils doivent discriminer des individus différents et détecter des différences chez un même sujet lors des passations répétées dans le temps. Note de point, le niveau de sensibilité dans le temps est variable d'un instrument à l'autre. Et enfin, ils doivent être fidèles, c'est-à-dire fournir le même résultat, quel que soit le praticien qui les fait passer. Et la répétition presque immédiate de l'instrument doit donner le même résultat. L'étude de cas. L'étude de cas constitue l'aboutissement de très nombreuses pratiques cliniques, à tel point que certains auteurs en font même une méthode clinique à part entière, tout en ne la reconnaissant pas comme équivalente aux autres méthodes, comme l'entretien. L'étude de cas consiste à singulariser à l'extrême un patient, porteur d'une problématique donnée. Donc l'étude de cas consiste à singulariser à l'extrême un patient, porteur d'une problématique donnée. Il ne s'agit pas ici de mener un entretien pour déterminer la nature d'un problème dont souffre un patient, mais d'une méthode d'analyse plus complète qui mène à décrire la vie psychique du patient, sa situation, ses difficultés, mais aussi de recueillir de plus exhaustivement possible l'ensemble des données, notamment d'anamnèse, qui permettent d'expliquer l'origine de ce qui est observé ainsi que son évolution. Donc il ne s'agit pas ici de mener un entretien pour déterminer la nature d'un problème dont souffre un patient, mais d'une méthode d'analyse plus complète qui mène à décrire la vie psychique du patient, sa situation, ses difficultés, mais aussi de recueillir de plus exhaustivement possible l'ensemble des données qui permettent d'expliquer l'origine de ce qui est observé ainsi que son évolution. Il s'agit donc d'une méthode dont l'objectif est d'aller bien au-delà des autres contextes possibles, comme le bilan de personnalité, en ce qu'elle met en avant une certaine logique de fonctionnement, en plus de la question du sens des éventuels troubles présentés. Également, l'étude de cas est la méthode la plus en lien avec la démarche thérapeutique auprès d'un patient. Il s'agit ici plus de comprendre avant tout l'individu que son problème.